Ce robot extrêmement petit est capable de créer ses propres clones. Et il est si minuscule que si l'on en alignait un millier, ils auraient tous ensemble la taille d'un seul cheveu humain. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien réel. Ces robots microscopiques pourraient révolutionner la médecine, ou, si les choses tournent mal, transformer la planète en un désert sans vie. Ces minuscules machines sont ce que l'on appelle des nanorobots, des objets à peine plus grands qu'un atome d'or. Alors que les robots de taille normale sont généralement fabriqués à partir de métal et de composants électroniques, ces nanorobots sont constitués d'ADN, la même substance qui vous compose, vous. Cependant, au lieu d'utiliser de l'ADN pour construire un être humain, les scientifiques ont découvert comment le plier en des formes minuscules, un peu comme de l'origami, et créer des machines microscopiques. Ces machines peuvent accomplir des tâches assez étonnantes, comme réparer de l'ADN endommagé ou nettoyer les déchets toxiques dans l'océan. Elles sont comme les couteaux suisses du monde microscopique. Cependant, il y a un hic. Si vous placez ces robots dans un endroit où il y a déjà de l'ADN, ils peuvent l'utiliser pour se reproduire. Oui, vous avez bien compris, ils peuvent s'auto-reproduire. Et s'ils pénétraient dans votre circulation sanguine, ils pourraient théoriquement utiliser votre ADN comme matériau de base pour créer toute une armée de clones. C'est assez impressionnant et aussi terrifiant. Imaginons qu'un chercheur décide de tester ces nanorobots en laboratoire. Il dépose un minuscule robot dans une bouteille remplie d'ADN et d'autres molécules. Le robot se met au travail et réorganise l'ADN pour se créer un clone. Ce clone en crée un autre, et soudain, vous vous retrouvez avec une usine microscopique qui produit des nanorobots plus vite que vous ne pouvez crier « Oh là là !» La situation empire lorsque vous réalisez que ces robots se multiplient de manière exponentielle. 1 devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8, et ainsi de suite. Après seulement 10 heures, vous vous retrouvez avec 68 milliards de nanorobots dans votre bouteille. Une fois qu'ils ont utilisé tout l'ADN de la bouteille, ils se mettent à la recherche de nouvelles matières pour alimenter leur frénésie de clonage. C'est là que les choses commencent à mal tourner. Vous voyez, ces nanorobots ne sont pas difficiles quand il s'agit de nourriture. Ils peuvent décomposer non seulement l'ADN, mais pratiquement toutes les molécules organiques qu'ils trouvent. Si ce robot peut manger n'importe quoi, cela signifie qu'il peut également manger des atomes de carbone normaux. Et dès qu'avec ses petits amis, ils auront épuisé toutes les réserves de la bouteille, ils commenceront à chercher de nouvelles sources, à l'extérieur. Et le carbone est l'élément commun à tous les êtres vivants. Cela signifie en gros que tous les animaux et toutes les plantes du monde sont composés de carbone. Le carbone est également le deuxième élément le plus abondant dans le corps humain. Vous comprenez où je veux en venir, n'est-ce pas? Le carbone est le constituant fondamental de la vie. Donc désormais, tous les êtres vivants deviennent de la nourriture pour ces nanorobots. Ils forment désormais comme un immense banc de poissons qui attaquent un requin, et tout ce qu'ils savent faire, c'est créer des clones. C'est pratiquement toute leur vie. Ainsi, lorsque l'essaim de nanorobots finit par s'échapper du laboratoire, il se met à tout dévorer sur son passage. Les forêts, disparues, les cultures, disparues, la faune sauvage, également disparue. Les nanorobots décomposent toute matière organique en petits morceaux qu'ils transforment ensuite en de nouveaux nanorobots. Même les bactéries et les virus sont consommés, ce qui peut sembler formidable, jusqu'à ce que l'on réalise que les écosystèmes dépendent de ces minuscules organismes pour fonctionner. Sans eux, la chaîne alimentaire s'effondre. Les abeilles meurent de faim car il n'y a plus de plantes à polliniser. Sans abeilles, les plantes qui restent ne peuvent plus se reproduire. Et sachez que 85% des plantes à fleurs ont besoin d'animaux, comme les abeilles, pour survivre. Sans plantes, les herbivores sont ensuite eux aussi menacés d'extinction. Une fois qu'ils ont disparu, les carnivores périssent également, car ils n'ont plus d'herbivores à chasser. Et les humains? Eh bien, nous ne sommes plus vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. En moins de 2 jours, il y a tellement de nanorobots qu'ils pèsent plus lourd que la Terre. Une fois toute la matière organique, c'est-à-dire les plantes, les animaux et bien sûr, nous, disparus, ces robots se tourneront vers la matière inorganique, comme la terre, les roches et l'eau. Bien sûr, si nous parlons de matière inorganique, nous devons également inclure les bâtiments, les routes et autres structures construites par l'homme. En quelques jours seulement, la surface de la Terre commencera à se désintégrer. En dévorant tout sur leur passage, ces nanorobots libéreront des déchets, oui, des excréments de robots. Sauf que leurs excréments dégagent une quantité incroyable de chaleur qui pourrait faire augmenter la température moyenne de notre planète et détruire sa couche d'ozone. Si les nanorobots sont assez rapides, les humains ne pourront pas les arrêter à temps. Sans nourriture, sans eau et sans abri,
les civilisations s'effondreront. Si les habitants de certains pays parviennent à survivre, ils vivront dans un désert. Cependant, avant de commencer à construire des bunkers, prenons le temps de réfléchir. Bien que le scénario de la gelée grise soit une expérience de pensée fascinante, il n'est pas vraiment réaliste, du moins pas encore. Tout d'abord, ces nanorobots ne sont pas totalement indépendants. Ils dépendent de déclencheurs externes, tels que les rayons UV ou des changements de température spécifiques, pour fonctionner. Sans intervention humaine, ils resteront immobiles, tels de minuscules presse-papiers inutiles. Deuxièmement, ils sont encore exigeants en matière d'alimentation, du moins pour l'instant. Jusqu'à présent, ces robots ne peuvent utiliser que des parties spécifiques de l'ADN pour créer des clones. Ils ne peuvent pas se nourrir de n'importe quelle molécule organique, à moins que quelqu'un ne les programme pour le faire, ce qui nous amène au point suivant. Tout est question d'intention. Le scénario de la gelée grise n'est pas quelque chose qui pourrait se produire par accident. Il faudrait un effort délibéré pour créer des nanorobots capables à la fois de s'auto-reproduire et de consommer tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et soyons honnêtes, à l'exception du docteur Denfer, les scientifiques n'ont en général aucune intention de détruire le monde. Enfin, ces nanorobots ne sont pas invincibles. Ils produisent des déchets sous forme de chaleur et de gaz toxiques. Et si trop d'entre eux fonctionnaient en même temps, la planète se réchaufferait au point qu'ils finiraient littéralement par cuire. Et même s'ils pouvaient survivre à une température aussi élevée, ce qu'ils mangent, les plantes, l'eau, nous, ne survivraient pas. Donc, pas de nourriture, pas de clones. C'est aussi simple que cela. Maintenant que le scénario apocalyptique est écarté, parlons de l'aspect scientifique, qui est passionnant. Ces minuscules créatures peuvent aider les humains à guérir sans chirurgie, à nettoyer les océans pollués et même à produire de l'insuline pour les personnes diabétiques. Ces nanorobots pourraient révolutionner la médecine, les sciences environnementales et la technologie. Ils sont les agents multitâches ultimes, à condition que nous les utilisions de manière responsable. Le scénario de la gelée grise peut sembler farfelu, mais l'histoire regorge d'exemples où des idées bien intentionnées ont mal tourné. Prenons l'exemple de l'Australie. En 1935, le pays a importé des crapauds buffles d'Hawaï pour manger les coléoptères qui détruisaient les cultures de canne à sucre. Aujourd'hui, plus de 200 millions de crapauds ravagent les écosystèmes locaux. Et les coléoptères, ils continuent de se régaler tranquillement. C'est un exemple classique de bonne idée, mauvaise exécution. La technologie commet également des erreurs, comme lorsque nous avons créé des bactéries résistantes aux antibiotiques ou des moustiques vecteurs du paludisme et résistants au DDT. Le même principe s'applique aux nanorobots. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de créer un problème bien pire que celui que nous essayons de résoudre. C'est pourquoi les scientifiques travaillent sur des dispositifs de sécurité, tels que des lampes UV ou des températures spécifiques. Ils utilisent également des matériaux rares, comme le diamant ou le titane, pour construire les nanorobots, afin qu'ils ne disposent pas de beaucoup de matières premières s'ils souhaitaient déclencher une guerre des clones. Les autorités surveillent également de près qui développent cette technologie et pourquoi. Après tout, le scénario de la gelée grise repose sur une seule personne mal intentionnée disposant de nombreuses connaissances. Bien sûr, il s'agit là d'une mise en garde et non d'une prédiction. Cela nous invite à réfléchir attentivement aux technologies que nous créons et aux conséquences potentielles de nos actions. Les nanorobots pourraient sauver des vies, nettoyer la planète et repousser les limites de la science. Ou bien ils pourraient transformer le monde en une soupe grise sans vie. Le choix nous appartient. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une avancée majeure dans le domaine des nanotechnologies, rappelez-vous que tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Et gardez un œil sur ces minuscules robots, juste au cas où.